Systémique est un podcast qui parle de transformation écologique. Notre objectif est de partager les expériences d'animateurs de la transition et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables. En 2023, il y aura un événement qu'organise l'ONU dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques, c'est-à-dire, selon le traité de Paris, le premier bilan mondial des émissions. Ce bilan, évidemment, va être mauvais, parce que depuis tant d'années, en gros depuis 1990, nous n'avons pas fait assez d'efforts, nous le savons, pour diminuer et notre stock de carbone et nos émissions de carbone. Et les deux cumulés font que nous avons un monde carboné et que, évidemment, tout notre devoir, en fait, notre devoir de citoyen du monde, c'est de le décarboner. C'est tard, ce n'est pas trop tard. Et en fait, c'est ça, le message que moi je porte depuis maintenant assez longtemps. J'ai eu la chance d'être la coordonnatrice de la conférence de Rio pour la France. Et j'ai toujours pensé à la fois qu'il était désespérant de voir les blocages de la grande industrie, les blocages des lobbies, les blocages des politiques, et en même temps, comme on dit, qu'il y a aujourd'hui des solutions et que ces solutions, elles sont à la fois techniques, à la fois technologiques, à la fois scientifiques, à la fois citoyennes. En fait, c'est toute la contradiction humaine, mais qui aujourd'hui, à cause du fait que nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre, évidemment, explose complètement et que nous devons faire face à des défis, c'est vrai, que nous n'avons jamais rencontrés. Et donc, en fait, nous sommes à la croisée des chemins. Alors, la croisée des chemins, elle s'exprime de manière différente. Il y a ceux qui sont éco-anxieux, c'est la jeunesse, et on la comprend. On la comprend pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle est née avec la menace sur la planète. Donc en fait, il est absolument évident que toute ça, elle a été bercée, si j'ose dire, drôle de berceuse, de cette manière. Deuxièmement, elle a un avenir qui paraît extrêmement compromis parce que elle va avoir à surmonter des risques qui n'ont pas de repère dans l'histoire. Il y a eu dans l'histoire des catastrophes, il y a eu dans l'histoire des crises très importantes, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des extinctions dans la nuit des temps, mais une crise aussi rapide, avec une surpopulation humaine et une extinction qu'on appelle parfois la 6e extinction des grandes espèces et de beaucoup d'autres espèces que l'espèce humaine, menace l'espèce humaine. Et donc, à 20 ans, alors qu'on s'occupe de son destin personnel, on est obligé en même temps de s'occuper du destin de l'espèce humaine. Alors, évidemment, beaucoup de gens disent, bah oui, mais que faisaient les gens en 14, que faisaient les gens en 39 avec la perspective de se faire tuer? C'est vrai. Mais ils n'étaient pas éco-anxieux, ils étaient incroyablement courageux, mais également anxieux. Et tout le message, justement, d'après 45, c'était le plus jamais ça. Alors, aujourd'hui, la jeunesse vit non seulement le toujours ça, avec les guerres sur la planète, et en même temps, quelque chose de différent. Et donc, c'est tout à fait normal que la jeunesse soit éco-anxieuse. Le discours des politiques est à la fois lénifiant, c'est-à-dire on est conscient des choses, mais on prend le temps, tout ça c'est 2050 et même c'est la fin du siècle. Dieu merci, ça change un peu, mais ça a été ce discours-là pendant 30 ans. Et le discours des politiques, en revanche, n'est pas assez dynamique. C'est-à-dire que quand les politiques disent « nous avons des solutions », eh bien, ils ne les présentent pas de manière attrayante, de manière, je dirais, immédiate. Et les personnes ont l'impression, les citoyens ont l'impression que ces solutions ne sont pas à portée de main. Et en fait, moi je suis absolument persuadée, ça fait exactement 40 ans que je m'occupe d'environnement,
J'ai créé le premier festival de films sur l'environnement en France en 1982. Donc cette année, c'est ma 40e année d'environnement, aussi bien dans le monde associatif que dans la fonction publique ou dans le monde juridique. Et il est absolument évident que je crois que nous sommes à une ère nouvelle. Pourquoi ? Premièrement parce que ces solutions technologiques, ces solutions citoyennes commencent à émerger partout à une échelle qui est une échelle locale, une échelle nationale, une échelle européenne. Alors évidemment, il y a des continents, des pays noirs là-dessus, ou bien il y a des diables, pardon de l'expression, qui tout d'un coup, comme dans toute époque de transformation, se dressent pour dire « eh ben moi je vais faire le contraire ». Voilà, ce sont des provocateurs de l'humanité ou des assassins de l'humanité. Je ne citerai pas de nom, vous avez tous compris ce à quoi je pense. Ceux par exemple qui refusent complètement l'accord de Paris, etc. Voilà, j'ai pratiquement cité le nom. Et puis vous avez aussi des personnes qui se donnent un temps long, ou qui, de très bonne foi, disent « on ne peut pas tout faire à la fois ». On ne peut pas brusquer les populations. Et les populations elles-mêmes se révoltent contre un certain nombre de mesures qu'elles jugent injustes. Et donc, l'immense défi politique aujourd'hui, parce que c'est la politique au sens noble du terme, et je reste persuadée que si on donnait à la politique ce sens de sauver l'humanité, qu'est-ce que c'est la politique ? Ben, ça veut dire sauver la cité, garder la cité en état de marche. Notre cité, à nous, aujourd'hui, c'est la planète. Et donc, il faut à la fois alarmer sur l'urgence de la situation. Ça, je pense que c'est fait. Enfin, les gens ont à peu près entendu, sauf les diables, mais on va les laisser de côté. En même temps, il faut leur offrir des solutions. Mettre toutes ces solutions à portée de main. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, qu'elles soient accessibles en termes pratiques, qu'elles soient accessibles en termes de coûts, aujourd'hui avec le numérique, qu'elles soient partagées, et enfin et surtout que les gens se les approprient. Moi, je suis passionnée par le sujet de l'adaptation. Très très longtemps, on a négligé l'adaptation au changement climatique parce que vous aviez une sphère, d'ailleurs une sphère écologiste, qui disait « Ah là, on ne va pas parler d'adaptation, c'est désespérant, on parle uniquement de l'atténuation ». Aujourd'hui, comme on a beaucoup attendu, il faut à la fois non seulement atténuer, mais vraiment faire descendre drastiquement nos émissions, parce que le temps que le stock de carbone dans l'atmosphère s'épuise, c'est très très long, et donc il faut évidemment ne plus émettre ou émettre le moins de charbon possible. Mais en même temps, il faut continuer les activités humaines. Donc ça s'appelle les solutions techniques. Mais l'adaptation, ça veut dire qu'il faut se mettre dans la tête, et parfois dans le cœur, que au niveau des comportements, au niveau du changement de vie quotidien, eh bien, nous avons à nous adapter à un monde nouveau. Il est évident que le littoral ne va pas rester le même. Il est évident qu'au milieu du siècle, ça commence déjà, des capitales vont changer d'endroit. Ça commence en Indonésie et l'Australie, la Nouvelle-Zélande, se demande si elle ne va pas faire la même chose. Les paysages vont changer. Moi, quand j'allais toute jeune du nord de l'Italie à Paris et le contraire, il se trouve que j'y allais tous les ans, fin août, tous les sommets étaient enneigés. J'y suis allée il y a un an, les sommets ne sont plus enneigés, je veux dire. Nous avons, avant finalement, notre vie était éphémère et la Terre était immuable. Aujourd'hui, notre vie est plus longue et la Terre semble éphémère. C'est un bouleversement psychique extraordinaire. Et ça, c'est la base, en l'occurrence, de l'esprit d'adaptation. C'est pour ça qu'au Comité 21, que j'ai cofondé il y a presque 30 ans, nous essayons de faire travailler tout le monde ensemble. Qui c'est tout le monde ? C'est les entreprises, c'est les collectivités, c'est les établissements universitaires et les écoles, c'est évidemment les ONG,
et c'est un collège que j'ai créé il y a 3 ans, qui est un collège citoyen. Tout ce monde est organisé en collège, échange ses solutions, échange aussi sur les grands sujets, parce que ce qu'il y a de passionnant, d'épouvantable aussi, mais de passionnant, c'est qu'il y a un tel bouleversement dans l'état de la planète, en l'occurrence, qu'il y a un sujet nouveau tous les 6 mois. Alors, il y a par exemple 30 ans, on avait identifié la désertification, l'effet de serre, et bien entendu la biodiversité. On savait qu'il y en avait d'autres, mais ils n'étaient pas mainstream, comme on dit. Aujourd'hui, il y a les océans, le littoral, les sols, bien entendu la pollution, ça existait déjà, la 6e extinction possible, etc., etc., etc. Et en fait, il faut qu'il y ait une collaboration. Alors aujourd'hui, on appelle ça une planification. C'est vrai que la planification est très importante parce qu'il faut se donner des étapes. Il faut surtout rompre avec ce qui a été quand même l'esprit de Copenhague en 2009, c'est-à-dire oui, nous allons le faire en 2050. Et je crois qu'aujourd'hui, et ça c'est vrai que le comité 21 y a participé, il y a finalement une planification. Qu'est-ce que c'est que la planification ? Le GIEC est une planification. Le GIEC, tous les 6-7 ans, nous dit attention, ça se réchauffe encore plus. Donc voilà comment il faudrait faire. Et d'ailleurs, la 6e édition du GIEC est un document qui comprend des solutions, alors que autrefois, dans les 3-4 premières éditions du GIEC, c'était simplement des documents qui dressaient un état scientifique. Donc le GIEC lui-même est une planification. Les schémas, tous les schémas nationaux et les schémas qui sont prescriptifs, c'est-à-dire qui s'imposent aux collectivités locales, c'est une planification. Il y a des plans d'adaptation, ce qu'on appelle les PNACC en France, c'est également une planification. Le pourquoi aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement, il y a finalement comment dirais-je, une revue de la thématique de la planification. Tout simplement parce qu'il faut que toutes les planifications qui existent s'harmonisent. Les planifications territoriales, la planification nationale et tout ça rentrant dans la planification européenne du Green Deal. Bon. Et ça, c'est vraiment ce que le comité 21 essaye d'apporter à ses membres, et ses membres apportent beaucoup au comité 21. C'est pour ça que nous sommes très très engagés dans les objectifs de développement durable, ce qu'on appelle l'agenda 2030. C'est vrai que nous sommes très engagés dans l'adaptation. Nous avons publié un document nous allons publier dans 15 jours un document sur les solutions pour l'adaptation, mais des solutions concrètes. C'est-à-dire que nous avons étudié avec chaque secteur d'industrie comment ils peuvent mieux s'adapter. L'adaptation est un sujet débutant pour les entreprises. Et puis, nous avons 2 grands thèmes autour desquels nous organisons, nous proposons l'organisation de tout cela. Le premier thème, c'est ce qu'on appelle la grande transformation, parce que moi, je préfère transformation à transition. On n'a plus le temps de transiter, il faut se transformer. Il faut transformer l'économie. Il faut enfin que le nouveau modèle ne soit pas une incantation, mais une réalité. Et d'autre part, on n'échappera pas à la sobriété. Alors la sobriété, ce n'est pas la décroissance. Ça, ce n'est pas possible. Allez donc parler de décroissance au peuple du Sud, je veux dire aux pauvres. Donc ce n'est pas un bon concept. C'est un concept clivant. La preuve, c'est qu'il emploie pour y renoncer le mot croissance qui a fait tant de ravages. Donc il faut l'abandonner. En revanche, le mot sobriété a une part de décroissance, mais une part de décroissance dans les secteurs qui sont les secteurs polluants, qui sont les secteurs qu'aiment tant les diables. Voilà. Et donc, cette sobriété, c'est d'abord un comportement humain. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau. C'est la grande sagesse philosophique humaine. Les Grecs, ils parlaient de sobriété quand ils parlaient de modération. Connais-toi toi-même, ça veut dire connais tes excès plus tard. Et donc, ça veut dire
essaye de dominer tes excès. Donc la sobriété, c'est le concept du siècle. Ce n'est pas un concept triste, c'est un concept qui approfondit en soi la part spirituelle de l'humanité. Alors le comité 21, ce n'est pas un organisme philosophique, mais depuis bientôt 30 ans, nous essayons effectivement de mettre dans cette histoire de la planète un peu de philosophie. On espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le relayer si c'est le cas. Et en attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur la marketplace VTED où vous retrouverez toutes les solutions vérifiées durables. À très bientôt!